Retour dans le buzz dans un instant, on va parler du gaz de schiste, juste le temps de découvrir la première partie du Zapnet de Thibaut Vézirian, regardez. Herzogern Puderraum. Mein Name ist Lau. Ich im französischen Pavillon begrüßen. Florian qui a testé ce téléphone, t'en penses quoi? J'ai déjà testé FIFA et franchement il tourne vraiment bien. Eh oui, jeux vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux clavier. Allez, c'est l'heure du dossier chaud qui fait de plus en plus réagir sur le web, le gaz de schiste. Alors Benoît, avant de parler de la mobilisation sur Internet, dites-nous, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est le gaz de schiste? Eh bien, c'est une technique d'exploitation de ces énergies fossiles qui sont donc gaz et pétrole de schiste. Pour faire simple, contrairement aux anciennes poches de pétrole et de gaz qu'on n'avait qu'à aspirer, pomper une fois qu'on les avait localisées, là on va chercher au cœur des roches, dans les fissures, et pour cela, il faut faire éclater ces minéraux en injectant de l'eau à très forte pression. Cela fait 10 ans que la technique est appliquée à grande échelle aux États-Unis. Elle a été très critiquée dans un documentaire qui a dépassé le 1 million de clics sur le web. Gasland, ça vient de sortir en France cette semaine. Et donc pourquoi est-ce que c'est aussi critiqué, pour qu'on comprenne bien? Eh bien parce que les riverains parlent de mauvaises surprises en cascade. Ils disent que leur eau courante est polluée, l'air également à cause du benzène. Ils parlent de maux de tête, de vertiges, de perte de l'odorat et du goût pour certains. Des conséquences qui inquiètent en France, où des permis d'exploration ont été signés récemment par Jean-Louis Borloo. Mais le web veille et on y voit une mobilisation sans précédent pour l'environnement. Les internautes français s'organisent du coup entre eux, ils mènent l'enquête, ils recoupent leurs infos et ils ont lancé cette semaine une nouvelle action symbolique. C'était à Paris. Reportage de notre spécialiste Emmanuel Raoul avec Géraldine Noël. Mauvaise surprise au siège de la compagnie pétrolière Toréador ce matin. Visite impromptue d'une vingtaine de militants venus dénoncer des projets de forage en Seine-et-Marne à l'aide de la technique de fracturation hydraulique, très controversée et utilisée depuis 10 ans aux États-Unis. On sait, grâce à ce qui se produit là-bas, toutes les conséquences désastreuses, la pollution de l'eau et des nappes phréatiques. Donc des nappes phréatiques, des sols, la pollution de l'air. Une action coup de poing mise en place par le biais de la mailing list du collectif Île-de-France anti-gaz et pétrole de schiste. Il existe des dizaines d'associations informelles de ce type, rassemblant des milliers de Français qui ont appris au détour d'un article que leur région était concernée par ces permis de recherche accordés par Jean-Louis Borloo, en toute discrétion l'an dernier. De simples citoyens qui ont recours au web pour s'informer et s'organiser via de nombreux sites et des pages Facebook. Exemple, quelqu'un repère ses sacs de chlorure de potassium sur un site de forage. Il lance l'alerte. Réponse quelques minutes après, ces produits chimiques sont bien utilisés pour la fracturation hydraulique, pourtant visés par un moratoire jusqu'en juin. Face à ce dossier extrêmement technique et très local, peu ou mal traité par les médias traditionnels, le site ovni.fr et un de ses journalistes ont été en pointe. Voilà pourquoi. C'est là où on fait la différence. On a les capacités d'expliquer avec quelques clics, avec des écrans, des animations, comment ça se passe techniquement. Qu'est-ce qui se passe quand on fore un puits et qu'est-ce qui fait que c'est hyper dangereux d'exploiter les gaz de schiste ou les huiles de schiste. Depuis quelques jours, il a même lancé OVNI Schiste, un site malicieusement surnommé Schistylix.
les documents que je balance aujourd'hui sur OVNI-Schiste, la plupart, c'est des simples citoyens qui ont été cherchés sur Légifrance ou bien qui ont été voir dans leur mairie pour demander à pouvoir voir le matos, faire des photocopies, qu'ils l'ont scanné, qu'ils l'ont envoyé à d'autres citoyens inquiets. C'est tout. Un bel exemple de journalisme citoyen augmenté grâce aux outils web, fort bienvenu dans ce dossier extrêmement opaque. Illustration avec cet article sur le double discours de Toréador, qui veut rassurer les habitants de Seine-et-Marne en affirmant ne pas chercher de pétrole de schiste, et qui dit précisément le contraire à ses actionnaires. Voilà. Donc on ne va pas refaire tout le dossier pour ou contre les gaz de schiste, ça n'est pas l'objet de l'émission, mais on va tenter de comprendre pourquoi et comment le citoyen lambda est mobilisé. Pour parler de tout ça, Emmanuel Raoul est sur le plateau de la rédaction LCI est à vous. C'est vous qui avez réalisé le reportage qu'on vient de voir. Et puis bienvenue à Gérard Médesco. Bonjour monsieur, vous êtes géologue. Bonjour. Et puis via Skype, on est en ligne avec Laurent Nurit. Vous êtes un des citoyens mobilisés en ligne, devenu journaliste, c'est-à-dire que ça n'est pas votre métier, mais que vous êtes très mobilisé contre ce dossier. Alors on va commencer avec vous. Comment est-ce que vous en êtes venu, Laurent, à vous intéresser à ce dossier? Vous êtes typiquement le profil de ceux qui ont fait le buzz. Tout simplement, en regardant le journal local, je me suis aperçu que ma région était concernée par les gaz de schiste. Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet. J'ai pris peur quand j'ai vu tout ça. Donc j'ai continué ces recherches, j'ai approfondi. J'ai visionné le film Gazland sur Internet. Et j'ai créé un groupe Facebook sur le sujet pour mettre en commun les informations qu'on pouvait avoir et essayer de communiquer tout ça au maximum de personnes. Donc par la suite, j'ai rejoint le groupe national que vous avez pu voir dans le reportage que vous avez passé précédemment. Et donc j'ai notamment à travers ce groupe, j'ai notamment interpellé mon député, Monsieur Pierre Moral-L'Huissier, qui est aujourd'hui à la pointe du combat contre les gaz de schiste, et qui m'a invité à son audition par la mission parlementaire à l'Assemblée nationale. Et voilà, donc j'ai fait ça parce que vous êtes retrouvé vraiment impliqué. Vous y passez combien de temps par jour? Ça vous demande combien? Est-ce que vous avez calculé déjà un petit peu ce que... Non, je crois que j'ose pas calculer parce que ça ferait peur. Et c'est du temps que je prends sur mes loisirs, sur ma compagne, sur ma fille. Mais c'est un temps énorme. Mais je veux pouvoir dire à ma fille un jour, si malgré tout ça, les pétroliers arrivent à faire ce qu'ils veulent, que je me suis battu contre tout ça, quoi. Alors Gérard Médesco, vous réagissez comment à une telle mobilisation? Vous pensez quoi de toute cette affaire qui grossit sur le web, des simples citoyens qui tirent la sonnette d'alarme? J'en suis navré parce que tout ce qui est reproché au gaz de schiste ou à l'huile de schiste, c'est parce que les gens ne savent pas ce dont il s'agit. Moi, je ne défends pas l'huile ou le gaz de schiste, je veux simplement répondre aux questions que les gens se posent. Il n'y a strictement rien à craindre. Le gaz de schiste et les huiles de schiste, ce sont des produits naturels au même titre que le charbon, le pétrole, le gaz conventionnel, l'uranium, et la France aurait grand tort de s'en priver à un moment précis où, aux États-Unis, le président Obama vient de faire un long discours le 31 mars, dans lequel il incite les sociétés pétrolières et gazières américaines à se diriger vers les produits, les hydrocarbures non conventionnels. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'image? Justement, puisqu'il n'y a pas eu tellement de communication sur ce dossier-là, est-ce que c'est du coup pas là où la brèche était ouverte et tout le monde s'y est engouffré? Emmanuel, vous allez nous le dire aussi après. Les citoyens n'ayant pas d'informations ont cherché l'information eux-mêmes, quoi. Écoutez, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on demande un permis de recherche d'hydrocarbures, qu'il soit conventionnel ou non, on ne recherche pas systématiquement et uniquement les gaz ou les huiles non conventionnelles, on cherche les hydrocarbures, y compris les hydrocarbures non conventionnels. C'est une lettre qui est adressée au ministre chargé des Mines, avec une carte montrant le permis que l'on demande, et cette lettre est adressée en 6 exemplaires, et adressée également aux différentes DREAL. Je m'explique. Vous dites donc que c'est très encadré et que ce qu'on voit sur le web est faux. C'est très encadré. Les DREAL, ce sont les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Je crois qu'il y a 16 régions On administratives ne va pas en rentrer France. dans le détail du dossier parce que ce n'est pas l'objet de l'émission, mais en tout cas, le fait est que ça a généré énormément de réactions. Emmanuel, vous avez énormément enquêté depuis des semaines. Oui, en fait, ce qui est notable, c'est qu'en France, ces permis ont été attribués il y a 1 an sans qu'on en parle, sans non plus que ça fasse l'objet d'un débat public, alors qu'il y avait quand même eu quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit à une époque, qui s'appelait le Grenelle de l'environnement, qui justement est également l'inscription dans la Constitution de la Charte de l'environnement et du principe de précaution. Et les Français découvrent au détour d'un article de leur journal local que des compagnies pétrolières ont des permis d'exploration sur des zones très étendues, sans savoir de quoi il s'agit, sans avoir d'informations. 10 000 km dans le sud-est, avec qui, en plus, en partie sur le parc national des Cévennes, un parc national quand même. On va faire du pétrole, du gaz dans un parc national. Pourquoi pas? C'est quand même un peu étrange. Donc ces citoyens découvrent dans la presse locale ces histoires de gaz de schiste. Et quand on regarde sur Internet et qu'on voit effectivement Gasland, on a portrait d'un pays qui a été transformé en un grand champ gazier qui permet effectivement aux États-Unis d'avoir 12% de leur production, enfin de leur consommation de gaz qui provient du schiste, et ce, en l'espace d'une dizaine d'années. Et c'est ce qui suscite les inquiétudes de tous les Français qui se disent c'est peut-être ce qui va arriver à côté de chez moi. Donc on a les théories, a priori pour vous, Gasland, ça ne repose sur rien? Non, c'est un film tendancieux. Josh Fox est un metteur en scène avant-gardiste, de talent d'ailleurs, et son problème c'était d'atteindre pour la première fois une majorité d'audience. Il y est parvenu. Alors, Laurent Nurit, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous avez entendu ce que dit Gérard Médesco. Vous êtes allé voir les pétroliers ou pas? Qu'est-ce que vous entendez répondre quand vous dites c'est dangereux? On vous dit non, c'est pas dangereux, point. La discussion s'arrête là? Je demanderais peut-être je dirais les pauvres pétroliers. Enfin, c'est vrai qu'ils n'ont pas de chance. Au Colorado, ils ont eu des problèmes. En Pennsylvanie, ils ont eu des problèmes. Ils ont ensuite été au Canada, il y a eu des problèmes. En Australie, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, en Allemagne, on a toujours les mêmes problèmes. Les pauvres, ils y sont pour rien, mais à chaque fois qu'ils exploitent du gaz de schiste, on s'aperçoit la santé des populations se dégrade et que l'environnement, que ce soit la faune ou la flore, en prend un coup. Donc, vraiment, les pauvres pétroliers, ils sont plus à peine qu'autre chose, parce qu'ils n'ont pas de chance. On voit bien, en tout cas, qu'il y a différentes théories qui circulent sur le web, la vôtre. On peut quand même, ça permet quand même, ce travail journalistique et citoyen d'accumulation de données, de clarifier quand même quelques points. C'est ce qu'on appelle le data journalisme, la mise en forme, l'illustration de ces infos complexes, de ce dossier très pesant, pour les rendre accessibles au grand public. Sur la fracturation hydraulique, par exemple, Emmanuel. C'est là où on voit effectivement que les outils web se démarquent par rapport aux médias traditionnels. On le voit avec cette animation qui a été réalisée par le site ovni.fr pour expliquer la fracturation hydraulique, où il s'agit donc de creuser un puits vertical assez profond pour atteindre les couches de schiste qui se situent, comme on peut le lire, à 2-3 000 mètres, de pratiquer une explosion qui va permettre de fracturer, désagréger cette roche, dans laquelle on va ensuite, comme c'est écrit là, envoyer un liquide de fracturation qui est un mélange d'eau avec 0,5% de produits chimiques et de sable qui va permettre de récupérer ce gaz qui ensuite remonte à la surface. Et si vous voulez, l'animation qu'on est en train de voir, il n'y a que sur le web qu'on pourrait avoir ça. C'est-à-dire qu'on clique une fois qu'on a compris et qu'on a tout lu. C'est-à-dire que ça va à la vitesse de chaque internaute. Que ça nous prend pour comprendre. Voilà, que ça nous prend pour comprendre. C'est pas du tout le même type d'information linéaire qu'on va avoir dans une télévision où on va avoir 15 secondes d'animation et puis si on n'a pas compris, ça y est, c'est déjà passé. Donc ça, c'est un exemple vraiment très concret de ce qu'apportent les outils web, ce data journalisme que pratique le site OVNI, où on n'est pas limité sur la taille des articles, où on peut mettre sur les sites des documents qu'on a récupérés, tout en les recontextualisant, en faisant le boulot journalistique. Alors ça, c'est pour le côté pédagogique, pardon Benoît, mais à OVNI, on a reconnu quand même qu'une telle mobilisation citoyenne pouvait avoir des effets pervers, qu'il n'y avait pas que du bon. C'est parfois un peu fouillis, c'est parfois un peu décourageant. Et c'est ce que nous a expliqué Sylvain Lapoix. Écoutez-le. Le problème, c'est que quand on est abonné à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou quand on vous abonne à autant de listes, il y a un moment où vous recevez les mêmes trucs 7, 8, 10, 50 fois. Et du coup, très très vite, dans cette mobilisation sur Internet, il y a eu le problème de gens qui disaient non, stop, quoi.
Le nombre de messages sur les listes que j'ai vus, merci de me désabonner, merci de me désabonner, merci de me désabonner, merci de me désabonner. J'en recevais quasiment autant que de mails d'informations sur les listes. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Il y en a partout. Et c'est ça l'un des problèmes de cette mobilisation, c'est l'agitation. C'est pour ça qu'on a fait aussi OVNI Schiste, c'est pour pouvoir fixer son attention sur des documents clés, sur des infos clés. Parce que des documents et des infos, il n'y en a pas à l'infini, il y en a un certain nombre. Laurent, vous êtes d'accord avec lui? Des fois, c'est un peu trop. Vous avez l'impression d'être un peu perdu dans toutes ces infos qui circulent sur Internet? Oui, il y a pas mal d'infos. Après, il faut faire le tri, notamment sur les groupes, pour pas être importuné par les messages sur les groupes Facebook. Il suffit de modifier les paramètres du groupe en enlevant les notifications. Mais je voulais juste revenir sur les propos du représentant des pétroliers, que je signale, c'est assez rare pour que ce soit le cas, parce qu'en général, ils n'envoient pas de représentants. Donc, suite quand même au film Gazland, il y a eu un moratoire à New York. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un mot de tout ça, parce que le journal New York Times, qui est quand même assez réputé, a sorti les premiers résultats où l'eau serait radioactive. Et, on va lui poser la question, parce qu'on voit aussi en France, ces derniers jours, que soudain tous les politiques, alors est-ce que selon vous ils cèdent à la pression du web, à l'opinion publique qui est en train de tourner? On a l'impression que d'un coup les gaz de schiste c'est le diable. Oui, parce que tous les politiques dont vous parlez, y compris les 125 députés membres de l'UMP qui hier se sont portés contre le gaz de schiste, sont à la pêche des voix. La plupart d'entre eux sont des députés du bassin parisien. Jean-François Copé est à Provins, Christian Jacob quelque part en Seine-et-Marne et ainsi de suite, et ils sont à la pêche aux voix. Je suis surtout surpris de voir que dans cette liste, il y a M. Estrosi, qui a été ministre de l'Industrie et qui devrait savoir ce dont il parle, et Eric Woerth, qui a été ministre des Finances, ou quelque chose d'approchant. Or, ce gaz de schiste, ou ces huiles de schiste, c'est la ressource future, la ressource du futur. Lundi prochain, le magazine américain Time sort son hebdomadaire avec en page de garde une roche indurée, une argile indurée, et en surimpression, cette roche est l'avenir du monde. Et alors justement, ce que disait Laurent Nurit, il citait cette enquête du New York Times qui a compulsé plus de 30 000 pages de différents de documents qui émanent notamment de l'EPA, Environment Protection Agency, et de différentes sources, et même des documents confidentiels de l'industrie, et qui indiquent très clairement qu'en Pennsylvanie, sur 149 puits qui ont été analysés, on a trouvé une radioactivité qui était supérieure à la norme. Alors ça monte pour le radium à 1500 fois la norme sur 42 puits, sur 149. En uranium, 4 puits. En benzène, 41 puits, où on a des taux alentours dans 250 fois au-dessus de la norme en termes de radioactivité. Et comme le rappelait Laurent, il y a également eu des moratoires qui ont été inscrits. Donc il y a quand même visiblement matière à s'inquiéter. Ça serait le prix à payer pour les gaz de schiste. Et pour expliquer juste, cette eau radioactive, en fait, est une partie de l'eau de fracturation qui est récupérée à la surface, qu'on met à décanter quelque temps dans des bassins et qui ensuite repasse dans le système d'eau usée et se retrouve dans les rivières et ensuite dans l'eau du robinet. C'est interdit, ça c'est interdit. En tout cas, ces chiffres-là semblent... On vous mettra pas d'accord? Je ne les connais pas, je ne connais pas tout. Je ne les connais pas, mais il y a à toute chose une explication. Si une eau est radioactive, c'est parce que le forage a été implanté au voisinage d'un minerai radioactif. Mais ce n'est pas le gaz de schiste ou l'huile de schiste qui sont radioactifs. Non, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une autre émission, parce que c'est déjà l'heure. On a explosé les compteurs. On a explosé les compteurs. On est désolé. Merci en tout cas, Laurent Nurit, d'avoir été en ligne avec nous. On sait bien qu'on ne mettra pas jamais tout le monde d'accord. En tout cas, ce dossier commence à s'inviter. On voit que ça fourmille et que ça va être très important dans les semaines à venir. Les médias traditionnels s'y mettent sérieusement. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu. Emmanuel, vous continuez vos enquêtes. On retrouve tous les soirs dans LCI est à vous. Benoît, j'allais vous dire au revoir, mais on va regarder la deuxième partie du Zapnet de Thibaut. C'est pas un métier de foutriquer, la publicité. Moi, les gens pensent que j'ai du talent, j'ai pas de talent. Cette quatrième forme de publicité qu'il faut que les jeunes inventent, puisque c'est à eux maintenant de prendre la relève, c'est une publicité qui part du cœur
pour toucher le cœur. Voilà, qui fait boum, 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 boum. Ma chemise, mon style, ouais, mon cul. Trop d'embrouilles que la politique, trop d'histoires que de prendre position. T'aurais aimé naître dans la rue, être à l'origine d'un mouvement. Mais t'es né avec une plume au cul. На две лапы стоит. Я знакомый. Et pendant ce temps-là, le débat continue en plateau. Merci Ce n'est beaucoup que à le tous les début. deux. Merci à Laurent Nurit. Nous, on se retrouve vendredi prochain. À la semaine prochaine. Allez, tout de suite, c'est le journal.